Bon, bonjour à tous. Donc, comme certains le savaient, ça fait quelques petits jours que j'organise une conférence sur le bonheur. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. Et alors, il faut savoir que tout ce que je vais vous dire, c'est un partage d'expérience. Je vous propose une perception de la vie qui peut peut-être changer tous vos jours. À vous de la prendre ou de ne pas la prendre. De toute façon, moi, je ma partie, c'est tout ce qui m'importe. Et j'espère pouvoir en aider quelques-uns, peut-être, parmi vous. Donc alors, d'abord, je vais parler un peu du plan général de la conférence. On va d'abord commencer avec une petite intro pour voir un peu le concept du bonheur à travers le temps, donc ce qu'en pensaient les Grecs, et puis jusqu'à nos jours. Je vous parlerai un petit peu de mon histoire personnelle, pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui à vous parler. Ensuite, en grand 1, le pouvoir de l'action, donc là, ce sera plus notre influence sur le monde, donc de nous vers le monde. Nous créons notre bonheur, là c'est le sens contraire, c'est comment recevoir le monde. Le plus grand ennemi des hommes, de la conscience, les croyances. Donc là, évidemment, je ne vais pas parler des croyances religieuses, on n'est pas pour ça pour faire débat. Vous allez comprendre ce dont je parle. Et puis finalement, le 4, appliquer un plan bonheur pour ceux qui le voudront. Comment mettre en action tout ce dont je vais parler. Donc, d'abord pour commencer, j'ai fait un classement personnel de tous les types de bonheur qu'on peut trouver à travers la philosophie. Donc ce classement-là est vraiment très personnel, c'est pas quelque chose d'officiel. Et donc, on peut retrouver en fait 5 types de bonheur assez différents. Tout d'abord, nous avons le bonheur d'Aristote. Alors celui-là, c'est le bonheur qu'on a, la jouissance dans l'accomplissement. Exemple, j'ai un objectif, si j'y arrive, je vais me sentir bien, je vais me sentir fier de moi finalement. Donc ça, c'est Aristote qui va en parler en premier, on va dire, et si je ne me trompe pas, voilà. Nous avons donc aussi le bonheur constant, donc là qui est un peu plus développé par Sénèque. Donc là, comme dit Madame Deleupoux, on peut rapporter ça à l'hédonisme. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste vivre sa vie. Par exemple, si ma famille est en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, ça me suffit, je suis content, je suis heureux. Il y a beaucoup de religions d'ailleurs qui utilisent ce bonheur constant dont je vous parle. Il y a des films aussi qui retrouvent ce concept-là, comme Amélie Poulain par exemple. Vous savez, elle parle de ses petits bonheurs à elle qui lui font plaisir, des choses toutes simples finalement. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle le bonheur constant. Le bonheur d'équanimité, alors celui-là, c'est développé. Par rapport au bonheur constant, il est constant parce qu'on a toujours la ressource intérieure de générer des moyens de se rendre heureux. Ouais. Voilà, d'avoir cette disposition, ces moments simples qu'on a besoin de faire à manger à ceux qui aiment. Voilà, c'est ça. Merci. Le bonheur d'équanimité. Alors celui-là, c'est celui qui est développé le plus par les stoïciens. Alors celui-là, en fait, c'est un état de bonheur constant face aux aléas de la vie. C'est-à-dire, par exemple, je peux avoir une maladie, ma mère peut être malade. C'est réussir à rester positif, même dans les pires situations. Celui-là, c'est le plus dur à travailler, mais certaines personnes sont capables d'atteindre cet état d'équanimité. Comme Madame Deleupoux me disait, certains, par exemple, ont vécu des atrocités incroyables dans les camps de déportation, puis quelqu'un qui a perdu sa famille, ses 2 filles et sa femme, et réussissait quand même à continuer à vivre. Bon, tout le monde n'en est pas capable. On passe ensuite au bonheur à pic. Donc celui-là, par exemple, je gagne le loto, je vais être content pendant un moment, mais finalement, ça c'est quelque chose qui est apporté par la vie, c'est la chance, la fortune qui me l'apporte. J'appellerais ça plus le bonheur à pic. Baudelaire, par exemple, nous disait que le hashish est un bonheur illusoire, un paradis illusoire, puisque finalement, quand on fume, certaines personnes peuvent se sentir mieux, mais quand ils n'ont pas le joint dans la bouche, ils ne sentent pas forcément bien. C'est pour ça qu'on parle de bonheur à pic, puisque c'est pas quelque chose de constant, c'est vraiment assez éphémère. Et puis finalement, le bonheur tempérament dont nous parle Mill, celui-là, c'est par exemple savoir recevoir le bonheur de quelqu'un qui est positif devant vous, il va vous transmettre une espèce d'énergie positive et ça va vous remonter le moral à vous aussi. Donc finalement, on pourrait peut-être dire que nous sommes aussi responsables du bonheur des autres, puisque quelqu'un qui est triste va pas pouvoir donner cette énergie positive, alors que quelqu'un qui est positif va pouvoir aider les autres. Donc voilà pour la vision générale de les principes que les philosophes ont développés pendant longtemps. Et maintenant, je vais passer plus à ma partie personnelle maintenant. Donc je vais vous faire quelques mots sur mon histoire personnelle. Pourquoi je suis là devant vous et pourquoi ça me tient tant à cœur. Quelques-uns d'entre vous l'ont peut-être remarqué, j'ai eu une période très difficile dans ma vie.
il y a quelques temps encore, je commençais à peser le pour et le contre pour la vie, je me demandais si ça allait vraiment coûter de vivre. J'étais suivi par des médecins, des médicaments, tout ça. Maintenant, je peux en parler parce que c'est fini. Et alors, qu'est-ce que je veux montrer à travers cette conférence? C'est que même les gens qui peuvent atteindre le pire des stades le plus bas, il est possible toujours de remonter. C'est possible. Il faut garder espoir. Et on va voir pourquoi, comment on peut arriver à remonter la pente, en tout cas, moi, comment j'ai remonté. Et donc, j'ai eu un projet, il y a une semaine maintenant. Je me suis dit, bon, ma valeur, ce que je veux faire dans ma vie, c'est aider les autres. Alors pourquoi attendre 10 ans, 20 ans pour commencer à le faire alors que je peux commencer à le faire maintenant? Je me suis lancé dans ce projet, et puis finalement, une semaine après, je suis là devant vous. Donc ça prouve bien qu'on est possible de beaucoup de choses. Donc on va passer d'abord au pouvoir de l'action. Attention, excusez-moi. Histoire de rien oublier, j'ai quand même le petit plan. Donc, ma devise, c'est « Il y a toujours une solution à un problème, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution ». Cette devise, elle est très très importante. Pourquoi? Parce que quel que soit votre problème, il existe toujours une solution concrète que vous pouvez appliquer, sauf que parfois on l'oublie, et on préfère se ranger dans la tristesse, dans la dépression, et finalement laisser le problème continuer à nous pourrir la vie, alors parfois on a les moyens de le faire disparaître rapidement, ce problème. Quand je dis s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, là par exemple on parlait de la mort. La mort, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui a encore trouvé une solution pour l'éviter, donc finalement c'est dommage peut-être de se gâcher quelque temps de notre vie à se rendre triste pour quelque chose qui est inévitable et qu'on sait d'avance qui arrivera à tout le monde, à nos parents, à nous-mêmes. C'est normal, ça fait partie de la vie, on ne peut pas naître et être immortel. C'est un pacte qu'on fait avec la vie, donc c'est dommage de se rendre triste pour ça. Voilà. Ensuite, je vous rappelle une petite échelle de temps toute simple, mais parfois qu'on tend à oublier. Nous sommes dans le présent, le moment actuel, là nous sommes tous autour de la table. Ce qui s'est passé dans le passé, dans le temps antérieur, ce sont des moments qui ont eu lieu, certes, mais qui ont disparu. On ne peut pas avoir d'action là-dessus, ils ont disparu, ils ont eu lieu de toute façon. Donc est-ce qu'il n'est pas dommage parfois aussi de se rendre triste pour des choses qui sont passées, finalement on n'a plus d'influence dessus, alors finalement on oublie que l'action on peut l'avoir dans le présent, là maintenant, et qui peut d'ailleurs le présent influencer le futur. Moi, vous savez, je ne crois pas en un destin déterminé, je pense qu'on a tous le moyen de changer ce destin, d'influencer dessus, et c'est en commençant à le faire dès maintenant dans le présent. Cette échelle de temps elle est importante parce que ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est qu'on ramène tout le pouvoir qu'on a, on l'a dans le présent, immédiat. Tout ce qui est dans le passé, on peut tomber dans le regret, mais dans ce cas-là, on va se rendre triste, mais finalement, le passé, on ne peut rien y faire, on peut se battre contre le passé, on n'arrivera jamais à rien y faire. Ensuite, attention, très très important. Intervient un problème, boum, éclair. Nous avons deux solutions d'agir en réponse à ce problème. Soit nous le laissons nous polluer indéfiniment, donc là ça provoque l'arrivée d'émotions négatives comme la tristesse, la dépression ou la colère. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu don't worry, be happy, le problème on est à côté, puis on vit à côté, mais finalement le problème est toujours là et il nous pourrit la vie. Première solution, beaucoup de gens font comme ça malheureusement, et c'est eux-mêmes qui se rendent malheureux puisqu'ils restent passifs alors qu'ils peuvent devenir actifs. Et alors l'autre solution, c'est de trouver une solution directement, l'appliquer concrètement et rapidement pour que le problème disparaisse, donc pas d'arrivée d'émotions négatives, et en plus, si on règle le problème, on a l'arrivée d'émotions positives. Donc là, à travers le bonheur d'Aristote par exemple, satisfaction, joie, bonne humeur. Donc là d'un coup on inverse toute la tendance, plutôt que se rendre triste pour quelque chose, on va réussir à se rendre joyeux pour le même problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Deuxième phase du traitement d'un problème, apparition d'un problème, boum, cataclysme. Soit on réagit de cette manière, qui faut-il blâmer? On commence à en vouloir au monde, on commence à en vouloir aux autres personnes ou même à soi-même. Et donc dans ce cas-là, ça ne fait pas avancer les choses, le problème est toujours là et finalement on perd notre temps dans notre vie. Soit on se dit, plutôt qui faut-il blâmer? Que faut-il faire? Et alors là c'est bien intéressant, c'est pour ça que je parle de pouvoir d'action. C'est quand on a un problème, si on arrive à enlever ce qui faut-il blâmer qu'on se donne dans la tête, que faut-il faire? Et on agit beaucoup plus rapidement et concrètement. Si vous avez l'intention d'un jour, si vous voulez être heureux en fait, pour moi ça passe obligatoirement par ça. Parce qu'on peut passer notre temps à blâmer les autres, mais finalement on n'a aucun contrôle direct sur les autres, on a le contrôle seulement sur nous. Donc un problème par exemple, on a fait une bêtise, la bêtise elle est faite, le passé on n'y touche plus. Donc on peut se dire ah oui c'est la faute de tel, c'est ma faute à moi. Ou alors on peut se dire maintenant j'ai fait une faute d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant dans le présent pour m'améliorer et améliorer ce qui est autour de moi? Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a plusieurs manières de voir la vie. Voilà, quelques idées peut-être que j'ai pu oublier, excusez-moi, je ne veux pas trop zapper le truc. Alors il faut savoir aussi que la différence entre les gens qui réussissent, donc par là, bon, la réussite est très subjective, on peut avoir une notion de la réussite générale. Mais par exemple, les gens comme Bill Gates, Steve Jobs, quelle est la différence avec vous? Pour moi, vous et Steve Jobs avez tous les deux un potentiel créatif énorme. Les deux ont des idées, pas forcément les mêmes, mais ont des idées. La différence, c'est que des personnes comme Steve Jobs ou Bill Gates, ils ont une idée, ils vont l'appliquer. Ils ne vont pas attendre que ce soit les autres qui leur disent « oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Ils ont une idée, ils le font jusqu'au bout. Ils ne vont pas se mettre dans la tête « ah oui, c'est pas possible, non, j'y crois pas, ça marchera jamais ». Non, ils ne se laissent pas influencer par l'environnement. Ils ont une idée, ils le font directement, ils n'attendent pas. Et aujourd'hui, vous voyez où ils en sont. Bill Gates a quand même fait des millions de dons pour l'Afrique, donc finalement il aide des gens, énormément de gens grâce à sa réussite. En plus de ça, bon, c'est sûr qu'il vit plutôt bien, je pense. Et la différence voilà, entre eux et nous, c'est qu'eux, ils osent. Finalement, nous, parfois, on se bloque nous-mêmes, on se dit, bah tiens, je suis pas capable de faire quelque chose ou quoi, alors qu'en fait, on n'en a aucune idée, on n'a même pas essayé. Donc ça, on va revenir un peu plus sur ce sujet là-dessus, un peu plus tard. Maintenant, osez, s'il vous plaît. Donc ça. Aussi, pourquoi attendons-nous la mort de nos proches, par exemple, pour finalement tomber dans le regret et commencer à se dire, oui, mais j'ai passé ma vie, j'ai loupé des trucs avec cette personne, c'est bien dommage, voilà, et après on se rend triste après la mort de cette personne. Alors que si on voit cette mort déjà, on la voit dans le présent, on peut se dire, bah attendez, plutôt que de penser à cette mort, je peux me dire, bah je prends mon téléphone, j'appelle ma mère, je lui dis que je l'aime, je lui dis merci pour tout ce qu'elle me donne, et là ça commence à être action concrète. Ma mère, ça la rend positive, donc finalement ça améliore son humeur, et donc finalement, le jour où ça arrivera, où elle mourra, ce qui n'est pas évitable, hein, ça arrivera à tout le monde, bah je me dirai, oui, ça arrive, ça a été son moment, mais pendant tout le temps de sa vie, j'ai fait ce qu'il faut pour lui montrer que je l'aimais, et j'ai pas attendu qu'elle meure pour me rendre compte. Donc finalement, non seulement on peut travailler sur le bonheur dans le présent, mais on peut le prévoir pour le futur indirectement. Donc maintenant, on va passer à la partie 2. Nous créons notre bonheur. Donc là, c'est plus la réception du monde vers nous. Nous avons tous des perceptions différentes de la réalité. Par exemple, cette image qui en est un très bon exemple. Quelques-uns d'entre vous vont voir en premier la jeune femme avec le profil tourné, et certains autres vont voir la grand-mère avec les deux yeux, le nez et la bouche. Pourtant, qu'est-ce qu'on a là dans la réalité? On a juste un assemblement de lignes noires qui est abstrait, le cerveau l'interprète, et on a tous une interprétation différente. Donc là, ce que je veux souligner par ça, c'est qu'en fait, on a tous des perceptions très différentes de la réalité. Peu importe ce dont on parle, on a toujours une réalité, une unique réalité. Et ce qui diffère, en fait, c'est la divergence de nos perceptions. C'est comment va-t-on voir la même réalité selon le point de vue, donc moi, comment je vais la voir, comment vous allez voir. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a un pouvoir absolu sur quelque chose, c'est sur cette perception, justement. On ne peut pas contrôler les autres autour de nous, on ne peut pas faire ce genre de choses, par contre, on peut se contrôler nous. Et cette perception, on peut la travailler, on peut la changer. On peut passer d'une perception, par exemple, qui est très négative, voir le mal partout. Donc, par exemple, vous avez une situation, vous avez des arguments négatifs, des arguments positifs. Soit on peut se focaliser sur les arguments négatifs, soit on peut travailler sur nous pour voir que le positif, partout, tout le temps. Et c'est là que ça commence à se rapprocher un peu plus du bonheur, vous voyez. Alors, bon, on va parler de tout ça, comment faire. Comment faire pour faire ça? Bon, ça paraît pas forcément facile, mais c'est accessible à tout le monde. Aussi, j'ai travaillé sur les émotions négatives, j'ai lu quelques bouquins là-dessus, et je me suis rendu compte d'une chose en fait, c'est que toutes les émotions négatives, tristesse, colère, dépression, viennent principalement du verbe devoir, et donc indirectement des attentes que l'on a du monde. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a un problème, une altercation avec quelqu'un, je vais m'énerver contre lui parce que dans ma tête, je me dis, il doit être comme ça. Je me dis, la personne, elle me doit quelque chose, elle doit se comporter comme ça, et finalement, je vais me mettre en colère tout seul pour finalement des attentes que j'ai de la personne. Alors qu'en fait, quand on se rend compte que quelqu'un qui a des bonnes valeurs, c'est très bien, mais elle ne peut pas l'imposer aux autres, c'est pas une raison pour donner des coups de bâton sur la personne parce qu'elle les a pas. On commence déjà à changer un petit peu. Aussi, bon, je vais vous parler de la thèse du tyran malheureux de Platon. Platon, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en fait, finalement, les gens malheureux, les tyrans, c'est quasiment forcément des gens qui sont malheureux au fond. C'est-à-dire que le pire des salopards, excusez-moi du terme. C'est ça, qui les forment volontairement. Donc là,
Ouais. Donc là, on rejoint aussi la thèse de l'existentialisme un peu développée par Camus, il me semble. D'ailleurs, dans l'étranger, on peut trouver des idées semblables à ça. Tout est question de perception, finalement. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un d'être ce qu'il est, puisque cette personne est ce qu'il est, parce qu'il a eu sa naissance, tout son vécu, son éducation. Il a eu l'impact de ce que j'appellerais, c'est le terme bouddhiste, hein, mais bon, je ne suis pas bouddhiste, mais j'aime bien ce terme, l'interdépendance. Finalement, moi, par exemple, je suis là devant vous aujourd'hui, je vous dis ce que je vous dis, parce que dans ma vie, il s'est passé des choses dont je n'avais pas le pouvoir dessus, et ça a fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous, je suis comme ça. La même personne dans une autre condition, dans une autre famille, à une autre époque, elle est pas forcément pareille. Pour moi, nous sommes tous nés comme des disques vierges. Et donc, par conséquent, est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un on peut lui en vouloir d'être ce qu'il est? Ça soulève cette question, quoi. Alors, justement, j'en reviens à les émotions négatives. Le verbe devoir, donc, qui est très, très négatif, on ne peut pas demander aux autres d'être... En fait, voilà, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Il faut savoir aussi que la notion de bien et de mal, c'est l'homme qui l'a inventée. La réalité, elle ne connaît pas ça, c'est nous qui avons dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça pareil, ça se rejoint avec ce que je dis sur les perceptions. Chacun ses perceptions et donc il n'y a pas de bien ou de mal absolu dans l'histoire. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'être comme on veut qu'il soit et se rendre malheureux parce qu'il ne l'est pas. C'est dommage parce que finalement la victime c'est moi là-dedans. C'est-à-dire que si je me dis bah tiens cette personne je vais l'aider mais elle n'en veut pas, si je commence à me rendre malheureux pour ça, bah, c'est tout seul, je vais créer ma tristesse tout seul. La personne elle n'a rien fait. Voilà. Donc, les attentes et vers devoir. Voilà. Ensuite, on va parler un peu de la manipulation. Alors attention, ça c'est un sujet, je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Qu'est-ce que la manipulation? Je prends une situation très simple. Je marche dans la rue, voilà, tout tranquillement. Quelqu'un passe à côté de moi, il me provoque. Il m'insulte. Et moi qui suis tranquille, naturellement, qu'est-ce que je fais? Je me mets en colère. Si on analyse la situation, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Moi j'étais tranquille, et finalement la personne, elle m'a manipulé, parce qu'elle a créé en moi cette émotion négative, et donc moi j'avais pas envie d'être en colère, mais c'est la personne qui m'a manipulé. Vous voyez, j'aurais pas croisé cette personne, je serais resté tranquille, donc la colère vient pas directement de moi. Si je me mets en colère, ça veut bien dire que la personne à côté, elle a réussi à me manipuler. Elle a fait des émotions dont j'ai pas envie, parce que la colère, les tristesses, généralement, je pense pas que beaucoup d'entre vous aiment ça. C'est des émotions négatives, c'est du stress, c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc, quand on commence à avoir cette perception-là, qu'on se rend compte qu'en fait tous les gens qui nous provoquent, donc comme je disais juste avant, ne sont pas peut-être des tyrans malheureux, donc finalement ceux qui ont vraiment des problèmes c'est eux, et c'est pas forcément nous, et que s'ils nous provoquent, ils essayent de nous manipuler, on peut choisir soit de suivre cette manipulation, dans ce cas-là on laisse les autres nous dessiner une vie, soit on choisit de faire abstraction de ça, de ne pas nous faire manipuler, et dans ce cas-là on atteint une plus grande liberté dans notre vie. Je ne sais pas si je suis très clair, ça c'est bon. Voilà. Pour la manipulation. Autre chose, excusez-moi, un petit pause. Aussi, la perception du monde. Il y a un concept en philosophie qui s'appelle l'ataraxie. Qu'est-ce que l'ataraxie? C'est réussir à ne plus avoir d'émotions négatives envers les autres. Par exemple, de la jalousie, une envie maladive. Par exemple, je vois une femme arriver dans la rue, je vois la personne qui se met dedans, ah le salaud. Voilà, là c'est négatif parce que finalement, moi, ça ne va pas me faire avancer, ça ne va pas me faire avancer vers cette Ferrari. Alors que si j'en ai vraiment envie, que je me dis, bon, il a une Ferrari, c'est très bien qu'il en profite, et que moi, du coup, si j'en ai vraiment envie d'une, bah, je travaillerai, je me donne ça comme but, et je l'aurai peut-être un jour. Là, action concrète, et peut-être que dans 5 ans, je vois une Ferrari. Vous voyez la différence? Donc ça se rejoint encore une fois à qui faut-il blâmer, que faut-il faire? Les mécanismes qu'on a dans la tête, on peut les changer. Merci, l'ataraxie comporte quand même le fait de se libérer du désir dans Oui. le Ferrari. Alors voilà, même si c'est pas mal. En théorie, mais on peut utiliser un petit peu. Mais en fait, je le précise juste, mais l'idée elle est là aussi, de ne pas s'encombrer de trop d'émotions, et de saisir en effet les commandes de plusieurs tel par rapport à la question de l'amour évoquée tout à l'heure. Exactement. Et c'est épicuire. Ouais. Voilà. Autre chose très très importante. Si quand je vous parle de bonheur, ça vous parle, vous vous dites peut-être que moi aussi j'aimerais bien un jour atteindre ce bonheur. Il y a un outil qui est très important pour atteindre ce bonheur, c'est le pardon. Alors là, j'ai certains qui vont me regarder un peu bizarre, ah bon le pardon, est-ce qu'on peut tout pardonner? Et bien si vous m'avez bien écouté, si on suit la thèse du tyran malheureux, on peut en vouloir à personne pour des choses négatives qui nous font. Quelqu'un qui est méchant avec moi,
non seulement elle essaie de manipuler, mais en plus finalement, moi j'ai rien fait là-dedans, j'y suis pour rien. Donc si je me laisse manipuler, je vais avoir des émotions négatives pour cette personne et finalement contre moi-même aussi. Et alors si on commence à se dire, bon, la personne me provoque, peut-être que c'est parce que justement cette personne aussi elle n'est pas bien, si elle se permet de me juger, de me provoquer, c'est peut-être qu'elle a des problèmes elle aussi. Donc moi, si j'ai pas de problème, bah non seulement je la pardonne, mais en plus je me dis, si un jour je peux l'aider, bah je le ferai. Et alors attention, là quand on commence à penser comme ça, la liberté, c'est la liberté après. On peut plus se laisser polluer par les autres du coup. Une personne elle peut essayer de me faire autant de mal qu'elle veut, je la pardonne. Je la pardonne parce que finalement c'est pas sa faute, c'est l'interdépendance, c'est pas sa faute à la personne en elle-même. Elle n'a pas choisi d'être méchante ou d'être négative ou d'être violente. Elle n'a pas choisi. Et alors même, en réagissant comme ça, qu'est-ce que je provoque? La personne qui est colérique en face de moi, elle va me regarder, elle va commencer à se poser des questions, elle va se dire, mais attendez, c'est possible, après toute la violence que j'ai donnée contre lui, qu'il me pardonne? Et c'est là justement qu'il peut commencer à se poser des questions et à recommencer à partir dans une démarche positive. Alors que si, à la haine, je réponds par de la haine, et ben escalade de la violence, voilà, on va retourner dans des guerres, et finalement c'est ce que l'homme fait depuis très longtemps. Donc, le pardon, c'est important. Il y a des religions qui ont... Comment dire? Bon, j'ai dit que je ne parlais pas de religion, mais il y a des religions qui donnent beaucoup ce principe de pardon, et c'est pour ça que certaines personnes qui ont la religion très fort en eux arrivent à atteindre un peu plus ce bonheur, parce que déjà ce pardon il est très important pour être heureux. Si on en veut au monde, et ben, on ne sera jamais en paix nous-mêmes. Donc voilà ce que je veux vous dire. Le pardon, peu importe ce que la personne fait à côté de vous, elle peut vous juger, vous faire les pires choses. Si vous arrivez à vous détacher de ça, à vous dire non, c'est cette personne qui a des problèmes, je veux dire, si elle fait ça, c'est qu'elle n'est pas bien. Si elle était vraiment en paix en elle, elle n'aurait pas besoin de faire ça. Donc, la victime dans tout ça, c'est pas moi, c'est cette personne justement. Donc je la pardonne, et encore une fois, si je peux l'aider un jour, je le ferai. Et là, ça commence à être vraiment concret, positif, et le monde peut commencer à changer. Niveau plus grand ennemi de conscience, les croyances. Attention. Blablabla. Excusez-moi. Très 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 important. Rien n'est impossible. Rien. Nous nous mettons tout seuls des barrières dans la tête, tous les jours. On se dit, je suis pas capable de faire ça, le monde est sûrement comme ça. Et c'est ça le problème, parce que du coup on va... Bon, excusez-moi, je retourne en arrière, je vais aborder ce sujet après. Excusez-moi. La rembobine. Regarde, je suis dans l'ordre. Excusez-moi. Un conseil aussi pour arriver à être heureux. Commencez à travailler, à faire votre vie avec les faits. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ne plus se laisser influencer, se laisser manipuler par les autres qui vous disent « Oh, mais moi je crois que ce sera comme ça, je pense pas que ça marche. » Ça, ces gens, sur quoi ils se basent? Sur rien. C'est juste une idée qu'ils ont, de l'imagination. Et donc, si je me laisse influencer par ça, bah, moi je ne vais pas avoir d'action. Et donc, finalement, je risque pas d'avoir le bonheur d'Aristote de l'accomplissement, puisque je vais rien faire, en fait, finalement. Exemple même, cette conférence. J'aurais écouté mes amis qui me disent « Oh non, ça ne marchera pas, c'est trop compliqué, jamais ils vont te laisser la faire. » Et ben je ne serais pas là devant vous, il ne serait rien passé, le néant comme d'hab quoi. Alors que là je me suis dit non, j'ai une idée, quelqu'un qui me donne des avis positifs, qui m'encourage, très bien. Quelqu'un qui me donne des avis négatifs, je l'écoute, c'est pas une raison pour le suivre, je ne vais pas me laisser manipuler par cette personne, parce qu'elle n'a rien sur quoi se baser. Les gens ils croient tout le temps, tous les jours, et finalement c'est ça qui nous pourrit la vie aussi, notre imagination et les croyances. Exemple. On va croire que le monde est d'une telle façon, mais on n'a aucune preuve. Donc finalement, c'est pas forcément réel, mais on va utiliser ça dans notre vie, alors que finalement, c'est pas forcément une réalité, on ne prouve pas. Donc si on commence à vraiment travailler tout le temps avec des faits, des choses concrètes, réelles, qui sont prouvées, vous avez un projet, lancez-vous. Parce que rien n'est impossible. Je suis un peu mêlé à la suite. On passe au cercle vicieux de l'ancrage des croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est? Une croyance limitante, je suis nul. Je ne suis pas capable de devenir médecin, je ne suis pas capable de devenir pilote de chasse, président, ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qui va arriver dans ma tête? Manque d'action, parce que finalement comme je suis nul, je ne vais rien faire, de toute façon je suis nul. Donc finalement je me dis j'y arriverai pas, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Résultat décevant. Puisque j'ai rien fait, il ne risque pas de se passer quoi que ce soit, puisque j'ai rien fait. Donc je risque pas d'avoir une réussite quelle qu'elle soit, puisque je ne fais rien. Et ensuite, finalement, qu'est-ce qui arrive? Et ben on s'en revient à se dire, bah finalement, ouais, bah, je suis nul parce qu'il ne s'est rien passé. Donc ce cercle vicieux est très très important.
Il y a beaucoup de gens qui sont dedans en ce moment, et c'est dur de s'en sortir, je suis d'accord avec vous. Mais on est tous capables de s'en sortir de ce cercle vicieux. Parce qu'en fait, il faut travailler sur notre conscience pour nous dire, parfois je peux me persuader tout seul de choses qui ne sont pas forcément vraies. J'ai un projet, tant que je ne l'ai pas fait, je ne saurai jamais si je peux le faire. Vous voyez, si je ne le fais pas, je reste passif, ce sera toujours non. Je passe à l'action, quelque chose de concret, je fais tout pour le faire. Donc soit là, j'ai une possibilité de le réussir, de oui, j'ai aussi non. Mais de toute façon, non, si je faisais rien, ce serait non, non pareil. Donc finalement, si on veut se donner la chance de pouvoir avoir ce qu'on veut, il faut passer à l'action. Et alors, autre chose qui est très important, j'en reviens aux attentes tout à l'heure, je vous disais, ça provoque toutes les émotions négatives. Beaucoup de gens ici, j'imagine, attendent que le monde leur donne ce qu'ils veulent, que les autres leur donnent ce qu'ils veulent. Mais alors il faut que vous compreniez bien une chose, c'est qu'on est tous responsables de nous-mêmes. Si vous voulez quelque chose, vous avez très peu de chances que ce soit les autres qui vous l'apportent. Vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens, tout ce que vous pouvez faire pour l'avoir, et là vous aurez peut-être une chance de l'avoir. Et c'est très 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 important parce que on n'a qu'à voir la politique en France aujourd'hui, on blâme, mais les gens à leur échelle, ils font rien non plus. C'est-à-dire qu'ils sont là, oui, ils attendent que ce soit les politiques qui changent la France, mais même à leur échelle, ils font rien. Donc finalement, il ne se passe rien de manière générale, et on risque de passer dans une escalade de la haine, comme d'habitude, comme toujours ça a été dans l'histoire humaine. Des morts, et puis encore plus de tristesse parce qu'on perd nos êtres chers, et finalement la violence, voilà, le néant, quoi, le bordel, excusez-moi. Donc, tout le monde est capable de faire ce qu'il veut. Et alors là, vraiment, je suis pas fou, non. Vous dites peut-être, ouais, je suis pas capable de faire quelque chose, mais est-ce que vous en avez la preuve? Est-ce que vous avez la preuve que vous n'êtes pas capable? Si vous travaillez, vous faites les choses par étapes, vous faites un plan pour arriver à cette chose, vous avez peut-être une chance de l'atteindre. Vous êtes le seul à vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Et alors c'est pour ça qu'on sort de cet ancrage limitant, qu'on peut commencer à vraiment faire plein de choses, avoir une vie extraordinaire, parce que du coup, on passe dans un cercle vicieux qui est positif, parce qu'on fait de l'action, donc on engendre à l'inverse des émotions positives, et donc finalement, petit à petit, on se remet de la confiance en nous, on commence à retrouver un bonheur d'Aristote et un bonheur constant en quelque sorte. Donc voilà, on peut passer notre vie à attendre que les autres choisissent pour nous notre vie, ce qu'on veut faire, voilà. Et finalement, quand on aura un cancer, quand on aura 80 ans, et on sera là, oui, je regrette parce que je me suis limité, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Soit on peut se dire, non, j'ai pas envie d'arriver là dans 80 ans, et j'ai le pouvoir maintenant, là, j'ai 18 ans, j'ai le pouvoir, ça y est, je peux faire ce que je veux. Autre chose très importante que j'ai oublié tout à l'heure. Un point vraiment important de l'aspect positif, d'une perception positive, c'est que je prends un exemple assez dur. J'ai ma mère qui est malade, qui a un cancer. Soit je peux aller la voir à l'hôpital, céder à mon empathie, céder à ma tristesse, pleurer devant elle. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Je vais la rendre encore plus triste, je vais lui faire peur, elle aura encore plus peur de la mort. Ça va empirer les choses. Soit plutôt que voir le côté négatif, je peux voir le petit côté positif, je peux me dire, attends, elle a un cancer, bon il lui reste peut-être 1 an à vivre, de toute façon, encore une fois la mort ça arrivera à tous. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Et bien là je me dis, tiens, aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Je la mets sur un fauteuil roulant, je l'emmène au théâtre, je l'emmène faire une balade dans un parc. Je regarde tout ce qu'elle peut encore faire, parce que c'est très... Ce qu'elle ne peut plus faire, elle ne pourra plus jamais le faire. De toute façon, c'est fini, c'est le passé, stop. Par contre, il y a encore des choses qu'elle peut faire, elle est encore vivante, cette personne. Donc finalement, si on commence à se focaliser sur le positif, et ben non seulement je vais lui donner le sourire, mais en plus, ça se trouve, ces derniers jours de sa vie vont être les plus beaux de sa vie. Parce qu'elle va voir que finalement, ce qu'on a perdu, on ne récupérera pas forcément un jour. Alors par contre, il nous reste toujours des choses. On peut voir soit le positif, soit le négatif. Moi par exemple, tout le matin quand je me lève, je me dis, putain mais Romain, mais quelle chance t'as d'avoir tes 2 mains. Vous allez me prendre pour un fou, hein. Et bah ouais, mes mains par exemple, des mains, c'est un truc très simple, les mains. Il suffirait que dans 1 an, j'ai un accident, boum, un train qui me passe, ou je sais pas, n'importe quoi, qui me coupe une main. Et bah plutôt qu'attendre ce moment pour me rendre compte de la chance que j'ai d'avoir cette main, et bah je me rends compte maintenant, je me dis, bah non, je vais pas attendre de la perdre, j'en profite un max, tous les jours je profite de mes mains, de ma tête, de ma bonne santé. Parce que finalement, si on ne veut pas de demain, on verra après, il faut continuer, il faut commencer dans le présent, là tout de suite. Donc le cercle vicieux des croyances limitantes, c'est ça. Et alors ça passe aussi par la manipulation des autres, parce que du coup on influence parfois négativement, comme je vous disais tout à l'heure, par les autres. On nous dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose et tout. Et si on cède à ces croyances, et bah finalement on ne fait rien et on ne risque pas de s'en sortir, d'avoir une vie meilleure. Comment sortir de ce cercle vicieux des croyances limitantes? J'ai trouvé ce schéma, il est plutôt bien, il est pas mal. Donc d'abord, se rapprocher de soi. Il faut commencer à se dire, se forcer à se dire, je peux espérer, je peux aller mieux, je peux me faire aider. Ça commence par là, parce que forcément si on se dit, ah, je suis nul, j'arriverai jamais, on retombe dedans, et là ça bouge pas.
Si on arrive à s'obliger tous les matins devant une situation difficile à se dire ça, là ça commence à évoluer. Première étape, donc se rapprocher de soi. Alors on peut aussi très bien prendre un peu de soin de soi, prendre une bonne douche, se couper les ongles, pour les filles faire une petite manicure, voilà. Ça fait du bien. Et dans les parents, ça fait du bien parfois aussi de prendre soin de soi. Ensuite, deuxième étape, retrouver la paix avec la vie. Donc là, ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au pardon. Parce qu'en fait, finalement, si on n'est pas en paix, on va pas être heureux. Donc, en paix avec la vie, être en paix avec sa famille et être en paix avec son passé. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Je peux être en paix, c'est possible. Tout est possible, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous vous dites non, ce qu'il me dit là, Romain, ça ne me concerne pas, je ne pourrais jamais arriver, c'est justement que vous êtes dans ce cercle de croyances limitantes. C'est que vous vous dites vous-même, oh non, je ne pourrais pas. Alors qu'en réalité, le fait concret, c'est que si vous avez encore, je ne sais pas combien d'années à vivre, la perception, ça se change, tout le monde, ça se travaille, tout le monde peut le faire, et c'est possible réellement. Donc ensuite, quand on commence à être en paix, on retrouve la paix avec notre famille, avec la vie, avec notre passé, et ben on commence à oser avancer, ça y est. On commence à se dire, bon, j'ai une idée, j'ai un projet, et ben je commence à le faire, ça y est. Je commence à agir concrètement, je ne vais pas attendre demain, après-demain pour le faire. Tout ce qu'il y a à faire, je le fais aujourd'hui, là, comme ça c'est fait. Et en plus, du coup, ça me rend plus heureux, par le bonheur d'Aristote, je vais revenir à ça. Et on commence à avoir de l'action concrète, voilà. Et puis finalement, ça nous permet d'accéder plus facilement au bonheur d'équanimité. Donc celui-là, encore une fois, c'est celui qui nous permet d'être heureux en toutes circonstances. Se dire le matin, bah ouais, peut-être que je suis mal réveillé, mais bon, finalement, je mange un bon petit déjeuner, c'est pas comme si je mangeais un flageolet au petit-déj, non, j'ai de la tartine, j'ai du beurre, j'ai de la confiture, c'est super, quoi, génial. Enfin, tout le monde n'a pas ça. On peut voir soit toujours ce qu'on a, ou soit on regarde toujours ce qu'on n'a pas. Donc les gens qui sont malheureux, c'est qu'ils regardent toujours, ah, j'ai pas ça, et qu'en plus, qu'ils font rien pour l'obtenir. C'est facile. Et donc finalement, on peut aussi indirectement, du coup, contribuer au bonheur sur Terre, parce que par exemple, moi, comme je suis arrivé dans cette étape, bah, je suis là devant vous, à vous parler de ça, j'y gagne pas tellement, je gagne pas d'argent, voilà, c'est quelque chose, j'ai confiance en ça et je le fais, voilà, tout simplement. Et alors là, je reviens à n'importe quel problème. Moi, par exemple, je vous donne un exemple, le problème des immigrés, ça me tient à cœur. Bon, après, c'était dans le cadre, ça a été lancé l'idée dans le cadre de l'AMC, donc avec Madame Myrtin. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé interviewer un immigré qui habite là, je l'ai fait très sérieusement avec des questions, voilà, pendant 1 heure, j'ai enregistré vocal, et puis l'article, non seulement il va être montré à la classe à travers le cours, mais en plus de ça, si j'en ai envie, je vais le publier sur Internet. Et là, je commence à agir concrètement. Je suis pas là, oui, c'est horrible, c'est triste, hop, on pleurons tous, non. Je suis là, bah, ça me tient à cœur, bah très bien, j'agis à mon échelle. On peut se dire, oh, je peux rien faire, voilà, ce sera dans 10 ans que je pourrai agir, bah ouais, mais dans 10 ans, t'es pas sûr d'être là, et c'est pas sûr, quoi. Ou alors tu peux dire, bon, je peux pas faire énormément, mais je peux faire déjà quelque chose, donc pourquoi pas le faire? Qu'est-ce qui nous empêche? Donc voilà, et là du coup je me sens plus concerné par ça, parce que du coup moi je me dis, ça y est déjà, dès maintenant je commence à m'impliquer dans ça, et à faire des choses concrètes, pas juste à donner des idées, à blâmer. Qui faut-il blâmer? Que faut-il faire, tout simplement? Est-ce que j'ai pas oublié un petit point? Excusez-moi, je vais pas oublier des choses parfois qui sont importantes. Blablabla, excusez-moi. Blablabla. Donc voilà, nous les consoles des barrières. On peut attendre que le monde change, voilà, on peut commencer à changer dès maintenant. Ok, 45, c'est pas mal. Donc on va passer directement à la dernière partie, mettre en action un plan bonheur. Bon, un peu, voilà. Donc, savoir jouir de tout. Pourquoi se limiter à une perception du bonheur que développaient les philosophes de l'époque? Alors qu'en fait, il est possible d'avoir à la fois le bonheur d'Aristote, j'ai un objectif, je le fais, ça me donne du bonheur. Le bonheur constant, bah, il se passe rien en ce moment dans ma vie, j'ai pas une chance incroyable, il n'y a pas des choses qui arrivent à moi, mais ma famille est en bonne santé, je suis en bonne santé, il fait beau aujourd'hui, très bien, je suis heureux. Le bonheur équanime, ma mère est malade, oui, mais elle n'est pas encore morte, donc je commence à faire des choses positives, et même quand ça arrivera, encore une fois, la mort, c'est pas un problème, parce qu'on n'a aucune solution devant la mort, ça fait partie de la vie, je veux dire, on ne peut pas demander de naître et d'être immortel, ce serait pas logique, d'ailleurs on en serait malheureux, à mon avis, au bout de 1000 ans, on aurait un peu marre. Hein. Donc voilà, le bonheur et l'équanimité. Le bonheur implique, si la fortune m'apporte quelque chose, et bah tant mieux, j'en profite, pourquoi m'en priver? Donc là pareil, j'en profite aussi, je me dis, bah tiens, j'ai gagné 10 € à un jeu de loterie au tabac, bah très bien, ça me donne du plaisir, pourquoi m'en priver? Pourquoi je me sentirais mal parce que j'ai gagné 10 €? Très bien. Et le bonheur tempérament, quelqu'un est positif en face de moi, pas me dire, ah non, lui il
il est dans son illusion, voilà, c'est pas possible, non. Il m'apporte du positif, bah, je reçois, je m'ouvre à lui, et puis du coup, je reçois aussi cette énergie positive, même quand j'ai des petites faiblesses. Donc voilà. Sache que les philosophes les ont rassemblés ces bonheurs. Ils ont rassemblé, Ils voilà. n'ont pas envisagé séparément. D'accord. C'est simplement que certains ont vu peut-être plus l'aspect collectif et politique de plus l'être lui-même. Mais voilà, dans toutes les pensées que tu pourras rencontrer, vous pourrez lire, ce n'est pas séparé, au contraire. D'accord. Voilà. Et alors moi aussi, je veux dire quelque chose, c'est que il y a quelques jours, j'ai eu une peur. J'ai eu très très peur, j'ai eu des symptômes qui étaient assez alarmants. Finalement, il s'est dit que c'était rien de grave, mais pendant les soirées, je commence à me dire, bah ouais, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message à mes parents, peut-être que demain je serai pas là. Et bah je peux vous dire que quand on arrive à ce point-là, on s'en fout des gens qui nous ont jugés, on s'en fout de tous les gens qui ont essayé de nous faire du mal, on s'en fout. Parce que là, du coup, là, c'est le temps qu'on le voit, qu'on a l'impression qu'il est fini, on pense plus à tout ça. Donc qu'est-ce que je veux vous dire par là, c'est que ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas limiter par les gens qui vous jugent, par la société finalement. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, c'est tout. Par exemple, là, j'ai envie de faire quelque chose, bon, je vais dire une bêtise, hein. J'ai envie de me mettre tout nu dans la cour de récréation. C'est une bêtise, bien sûr, c'est pas un bon exemple. Et bah, pas tout de suite, hein. Je retourne à mon stage d'abord. Si c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie qui m'apporterait du plaisir, et bah je peux me dire, ah ouais, mais les gens à côté, ils vont se moquer de moi, voilà. Je peux me dire, bah peut-être qu'ils vont se moquer de moi, mais finalement, peut-être parce qu'eux, ils osent pas le faire, mais qu'ils en ont envie aussi. Et de toute façon, dans tous les cas, dans un an, ces gens, je ne les reverrai plus jamais de ma vie. Donc finalement, est-ce que je vais me priver de quelque chose, d'un petit bonheur, juste parce que les autres veulent me limiter? Bah non, je suis libre. Et comme ça, si j'ai un cancer un jour, je me dirais, bah non, je me suis pas laissé influencer, j'avais envie de choses, bah je les ai faites, j'ai une vie riche, j'ai vraiment une vie, vraiment celle que je voulais, quoi. Je me suis pas laissé influencer, voilà, par les autres, parce que finalement, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est l'influence des autres? C'est un effet de masse qui n'a pas vraiment de sens non plus. Je veux dire, c'est très important ça. Et puis ouais, encore une fois, quand vous arrivez à un stade où vous verrez la mort devant vous, croyez-moi, vous n'aurez rien à faire de tous les gens qui ont pu vous juger, essayer de vous moquer de vous. Ça n'aura plus d'importance, parce que là, c'est partie de la vie, mais une fois qu'on a perdu la vie, c'est fini tout ça. Donc se rendre malheureux à cause des autres, et surtout à cause de soi, parce que finalement c'est nous-mêmes qui nous créons notre bonheur ou notre tristesse, bah c'est un peu dommage quoi. On est jeune et justement c'est important de se rendre compte de ça maintenant parce qu'on a encore plein de temps. Et des gens qui se rendent compte de ça quand ils ont 60 ans, bon c'est très bien, mais bon ils n'ont plus beaucoup de temps pour en profiter. Alors que si vous vraiment vous faites le déclic aujourd'hui là, et ben votre vie elle va être géniale, vous allez adorer. Alors aussi, par rapport à mon histoire personnelle, un dernier petit truc. Donc ouais, avant ça j'étais très très pessimiste, forcément j'écoutais de la musique triste donc ça n'améliorait pas les choses, je lisais des livres de Sioran, Pascal, donc des auteurs très pessimistes, ça n'améliorait pas les choses non plus. On peut très bien se dire, bah ouais, je peux me suicider aujourd'hui, ça ne changera pas grand chose. Non, ça ne changera pas grand chose. Mais c'est dommage, parce qu'à la place de ça on peut se dire, bah, plutôt que me tuer, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux passer mon temps, le temps que j'ai de ma vie pour les autres, pour aider les autres par exemple, donc là finalement tu as envie de mourir, bah, plutôt que de mourir, bah, tu donnes ta vie, tout ton temps aux autres. Et d'un coup, en plus, tu vas recevoir du bonheur et tu vas revenir dans un état bien. Et ou alors tu peux dire aussi, bah ouais, mais le monde il changera pas tout seul. Si j'ai envie qu'il change, c'est à moi de le faire, commencer à le faire à mon échelle. Voilà. C'est ça qui est très important. Donc, comment faire le plus important? Ce que je vous conseille, s'il y en a certains qui sont intéressés, ce soir ou même tout à l'heure, prenez une feuille, notez-vous des valeurs, des choses qui vous tiennent à cœur, vraiment, ça, peu importe ce que c'est pas forcément un métier, vous ne limitez pas à ce qu'on nous dit, voilà, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, notez-le et commencez à vous impliquer dans ça et le faire concrètement. Et c'est là que vous allez commencer à sortir du cercle vicieux des croyances limitantes, de la tristesse, et vous allez commencer à voir que du positif. Moi, je vous avoue que depuis que j'ai eu cette sorte d'éveil là, en 2 semaines, j'ai pas eu un seul moment de tristesse, pas un seul moment de colère. Bon, j'avoue, il y a un petit moment, et à cause d'une copine, voilà, j'ai eu un petit pic, mais ça c'est les mécanismes, voilà. Je suis en train de me battre contre ça, et un jour j'espère que ça partira. Dès maintenant, vous pouvez commencer c'est pas juste se dire, bah, bon, j'ai écouté ça, ça me concerne plus ou moins, peut-être que je pourrais le faire dans 10 ans. Non, vous pouvez très bien commencer maintenant, et c'est accessible à tous. On a tous un potentiel de malade, pas forcément les mêmes idées, encore une fois, mais on a tous des idées, c'est ça qui est le plus important. Donc soit on peut oser les appliquer, oser entreprendre, et non seulement on va avoir la réussite pour nous, mais en plus on va faire du bien autour de nous, soit on peut rester passif toute notre vie, subir et laisser les autres la construire. Voilà.